Les débats avec vous sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à midi avec aujourd'hui Régis de Castelnau. Bonjour Régis. Vous êtes avocat. Valérie. Votre blog c'est Vue du droit. Vous avez publié Une justice politique aux éditions de l'Artilleur. Jackie Isabello, communicant, cofondateur de l'agence Coriolink. Michel Taube, bonjour à tous. Bonjour. Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale et fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. Et Jean-Claude Beaujour, avocat et vice-président de France-Amérique. On va revenir sur évidemment ce premier tour des élections législatives. Beaucoup de choses encore à dire. Les Républicains seront-ils des faiseurs du roi peut-être. Mélenchon à la chasse aux abstentionnistes et puis les consignes de vote LREM au cas par cas selon que le candidat NUPS soit républicain ou pas. Alors qui va déterminer qu'il est républicain? Nous évoquerons tous ces sujets avec vous. Commençons avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Allez Régis, c'est dans la continuité de ce que nous avons évoqué hier. C'est le fils d'Anne Hidalgo qui vous a énervé. Oui, mais c'est caractéristique de l'époque. Voilà un petit bourgeois qui se contemple le nombril et vient dire, se prend en photo, une photo qui est une espèce d'insulte à la démocratie et au droit de vote, qui est quand même une conquête, et on le voit déposer son bulletin dans une poubelle, et naturellement tous les médias de se précipiter pour l'inviter, etc. Il n'a d'autre signifiant que d'être le fils de sa mère. Bon voilà, c'est pas très grave, mais c'est tellement déplaisant. Alors écoutez ce qu'il disait hier, il était sur le plateau de France 5, écoutez. Pour moi ça pose une vraie question, c'est que si ce qui doit être notre contre-pouvoir, si les représentants du peuple deviennent des représentants des partis, et ça, je peux le dire, j'ai eu un père qui a été député. Je sais bien qu'aujourd'hui, les députés ne représentent pas le peuple, même s'ils le veulent. Ils ne représentent plus leur circonscription, ils représentent leur parti. Ça pose vraiment un problème qui est qu'aujourd'hui, ce qui doit être le meilleur contre-pouvoir pour le peuple n'en est plus un. Et c'est pour ça qu'il y a un désamour aussi de cette élection. Voilà, c'était dans le zapping ce matin. Bon, moi, j'ai presque envie de dire à Jean-Claude Beaujour, que le plus simple aurait été de ne pas lui donner, de pas poursuivre, de pas lui donner la parole. Il représente que lui-même. Non, il représente pas. Enfin, il représente que lui-même. Mais ce discours, on l'a eu de la part d'un auditeur en disant aujourd'hui les députés ne représentent plus personne. Après, c'est pas une raison pour jeter son bulletin dans la poubelle, qui est un geste profondément non civique. Voilà, c'était du geste. Qu'on fasse le débat sur la question du régime quasi présidentiel, enfin le système parlementaire un peu volé en éclats, avec le quinquennat, avec le fait que l'élection a lieu en doublant, avec le fait, bon, ok, mais qu'il déchire, en tout cas qu'il mette tout ça, je pense que ça ne nous sert pas. Et effectivement, le débat de fond passe un peu à l'as. Le vrai geste, le vrai geste qui manque d'esprit civique, c'est quand même d'aller pique-niquer, d'oublier de voter ou de considérer, de répéter comme des espèces de perroquets, qu'on ne sait pas ce qu'il y a comme idée, que ça ne représente rien. Ça, Alors après, rappelons quand même que ce jeune homme ne représente pas que lui-même, parce que c'est un formidable athlète, au-delà de cet acte qu'on a le droit de détester. J'entends ce que dit Régis, mais il a remonté la Seine jusqu'à l'embouchure, il a nagé des centaines de kilomètres pour attirer l'attention d'un large public sur l'état de ce très grand fleuve. Et moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ce jeune, parce qu'en plus, c'est un exercice qui pourrait être assez dangereux pour les gens qui connaissent les espèces qui gravitent. Voilà, donc après, il exprime sa conscience d'une manière qui peut déplaire. À sa mère, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus dire. Il n'est pas que fils de sa mère, il est aussi fils de son père. C'est cela, par rapport à son père. Sa mère étant un peu plus connue que son père. Oui, voilà. Et puis par rapport aux parents, je dis bon, c'est lui par rapport à lui, et non pas lui. C'est pas Anne Hidalgo et le père. Vous savez, on est tous parents et on sait à quel point c'est difficile. Il ne faut pas faire porter aux parents la responsabilité de tel ou tel acte. Oui, mais justement, en tant que parent, moi je suis tout à fait d'accord avec Régis, je trouve ça inadmissible. Mais qu'est-ce que tu veux faire, Michel? Non mais les gamins sont une génération qui a fait mai 68, il a rien pété, je veux dire, il casse pas des établissements publics. Si les gens n'ont pas le droit de se révolter aujourd'hui, alors qu'on peut exprimer sa religion, on peut admettre certains actes de violence, on peut dire tout et son contraire des horreurs, pas tous en même temps. Michel Taube. Moi j'ai une fille qui a 12 ans, on est plusieurs parents d'élèves à s'être amusés depuis qu'il y a eu plusieurs votes pour cette année à
souligné que les bureaux de vote, beaucoup de bureaux de vote sont devant les écoles. Et on s'est amusé à faire un peu de pédagogie citoyenne auprès de nos enfants pour leur expliquer l'importance de voter en passant devant l'école tous les matins en allant à l'école. Et voilà un petit con, parce que moi j'appelle ça un petit con, d'accord, qui poste une image qui dévalorise complètement et qui, j'ai envie de désagrège l'importance de cet acte républicain qui est de voter. Voilà, je trouve que c'est gaspillé et c'est tout un travail de pédagogie et ça n'est qu'un aspect. Après, lui, il a ses problèmes aussi personnels et ça ne m'étonnerait pas que d'ici 1 ou 2 ans, il commette un livre de règlement de compte intrafamiliaux. Régis, Valérie, et après j'arrête. Oui. Il n'aurait pas été le fils de Anne Hidalgo, on ne l'aurait vu nulle part. La société du spectacle en action, moi je trouve ça effectivement, je suis de l'avis de Michel. Alors faut-il accuser le thermomètre ou faut-il accuser le malade? Il n'aurait même pas fallu il n'est pas thermomètre. Il a le droit d'expliquer que l'Assemblée nationale ne représente plus personne aujourd'hui. Le questeur va avoir, à l'issue du 2e tour, le représentant de la France Insoumise va avoir un appartement de 400 mètres carrés autour de la qui va coûter plusieurs millions à la République. Ça, c'est un vrai scandale. On donne la parole à un pitre, voyons. Ce sont des questions très importantes. Moi, je pense qu'il aurait oui, mais sauf que on le traite, on l'insulte là. Qui vont s'exprimer, qui n'ont pas la possibilité. Vous trouvez pas ça con de jeter un bulletin dans une poubelle? Non mais répondez-moi. Non mais répondez-moi ça. Vous trouvez pas ça? Vous trouvez pas ça choquant de jeter un bulletin dans une poubelle? Sinon je dirais pas ça. C'est pas ça qui est con par rapport à la République. Je viens de dire. Attendez, pour qu'on soit bien d'accord. On l'a pas insulté et puis il est ce qu'il est, puis il assume. J'assume l'acte n'est pas acceptable, encore plus parce qu'il sait qui il est. Il est lui-même, il est le fils de sa mère, le fils de son père. Donc c'est vrai que tant qu'à faire, s'il veut dénoncer, parce que sur le fond, c'est un vrai débat, s'il veut dénoncer, qu'il se lance aussi en politique. Mais le fait de mettre un bulletin de vote à la poubelle, ça on va en reparler. Petite pause parce qu'il est bientôt 11h sur Sud Radio. À tout de suite. Débat, commentaire avec vous. Vous pouvez évidemment réagir 0826 300 300. On débat aujourd'hui avec Régis de Castelnau, avocat. Vous avez publié Une justice politique aux éditions L'Artilleur. Vous êtes membre de la rédaction de Front Populaire et vous avez un blog Vue du droit. Beaucoup d'occupations pour un seul homme. Jackie Isabello, communicant, cofondateur de l'agence Coriolink. Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale et fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. Et Jean-Claude Beaujour, avocat, vice-président de France-Amérique. Les suites de ce premier tour avec des consignes de vote LREM pas très claires, avec Jean-Luc Mélenchon qui cherche à rameuter un maximum évidemment d'électeurs, donc chasse aux abstentionnistes et pourquoi pas aux fachos pas fâchés, et les Républicains finalement faiseurs de roi. Tous ces sujets avec vous. On continue notre tour de table. J'aimerais quand même redire, je maintiens le petit con. Je maintiens le petit. Donc on parlait d'Arthur Germain, le fils d'Anne Hidalgo, qui a mis son bulletin à la poubelle. Je pense que je ne sais même pas si c'est diffamatoire et si ça l'est. Je m'en excluse auprès de ce jeune homme. Injure publique. Mais vraiment, je pense que vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de ce qu'il représente, vis-à-vis des citoyens, c'est vrai que les représentants du peuple, peut-être que les députés représentent mal le peuple, c'est probablement vrai, mais il n'en demeure pas moins qu'ils sont légitimes. Et qu'en jetant à la poubelle des noms de candidats, on jette symboliquement à la poubelle la démocratie représentative. Et c'est inadmissible, surtout quand on est connu et qu'on a un minimum de responsabilité. Et Jackie, vous avez dit c'est un grand sportif. C'est vrai que c'est un grand sportif, mais je crois que ça lui donne plus d'obligations et de devoirs que de droits. Je ne le réduisais pas à son seul statut de fils. Ça devrait l'obliger encore davantage à réfléchir avant de faire un tel geste et à communiquer là-dessus. On fera une émission là-dessus. Je ne prendrai pas en otage la parole. Mais j'aurais des milliers de choses à dire sur ce que vous allez dire. Mais on peut le traiter, la légitimité des députés. Oui, alors allez-y. Oui, on fait sauter les coups de cœur et les coups de gueule. C'est un débat important. Bien sûr. Sur le fond.
la France traverse une tragédie démocratique. Voyons, la sécession d'une partie du peuple qui ne va plus voter. Et encore là, on est à 53% d'abstention. Rappelez-vous, pour les élections intermédiaires, qui sont quand même très importantes dans un pays décentralisé comme le nôtre, eh bien, on fait pas ça comme ça, quoi, sur un coin de table, et on ne met pas en avant des gens qui n'ont aucune légitimité ni crédibilité pour ça. On est absolument d'accord sur le fait d'avoir montré ça. Maintenant, Régis, le problème, il est que pendant 5 ans, on a eu un débat sur la proportionnelle et que nos représentants, nos politiques ont été incapables d'appliquer ce que les gens réclament depuis des dizaines d'années, et qu'un jeune ait envie de dire à sa façon, vous nous demandez de nous lever le matin pour aller trouver des représentants alors que vous êtes incapable de donner un vrai pouvoir à cette institution qui devrait être légitime. À ce titre-là, il a le droit de dire j'en ai marre, comme il aura le droit de dire j'en ai marre sur la manière dont on peut traiter l'écologie, où on a pu traiter le statut des femmes pendant des siècles dans cette société. Voilà, il a le droit de le dire comme ça, et à ce titre-là, je trouve que nous n'avons pas le droit de l'insulter. Voilà, c'est mon avis. On a le droit d'être contre, mais on n'a pas le droit de l'insulter. La responsabilité, je suis désolé, il y a des millions de jeunes qui ont des choses à dire et qu'on n'entend jamais. Incapable de faire la proportionnelle, bon sang, si c'est pas un scandale, et de dire que moi aussi j'aurais envie de jeter cette représentation à la poubelle si on n'est pas capable de faire ça. Le problème, c'est la société du spectacle, et c'est ça qui provoque la sécession, c'est ça. C'est le fait que chez Hanouna et avec Monsieur Germain, on les met en avant, des gens qui n'ont aucune légitimité pour s'exprimer, et après on s'étonne qu'effectivement il y ait une sécession. Alors il n'était pas chez Cyril Hanouna, il était sur France 5 sur le plateau de... C'est-à-dire sur mon service public à moi que je paye. Voilà, il y a deux questions quand même. Pour finalement tout ça sert. Je crois qu'il y a 2 sujets. Jean-Claude Beaujean. Il y a le mode de scrutin et il y a la fonction du parlementaire. Ce sont 2 sujets. Un, sur la fonction du parlementaire, sur les pouvoirs du Parlement. On sait que depuis l'élection du président de la République au suffrage universel direct, et puis au fil des années, au fil de la pratique, on sait que le Parlement est devenu une chambre d'enregistrement, et c'est encore plus vrai depuis que nous avons le quinquennat qui est couplé avec l'élection présidentielle. Et souvenez-vous, lorsque Mounerville s'était levé en disant « je suis pas pour l'élection du suffrage du président de la République au suffrage universel direct », il n'a pas été beaucoup suivi, mais c'était ce qui risquait de... On a le résultat aujourd'hui, on est au maximum 40 ans après, un peu plus de 40 ans après. Deuxièmement, le mode d'élection. C'est vrai que le mode d'élection n'est pas satisfaisant aujourd'hui, parce qu'effectivement, on peut avoir 20-30% du corps électoral qui n'est pas représenté, au Parlement. Et ça, c'est un vrai sujet. Il faut que nous arrivions à trouver. Il y a des solutions, panachage, système majoritaire, système proportionnel. Il faut que nous y allions. On va y revenir et on va en parler. Puis la question de la légitimité. Moi, j'ai trouvé que son intervention hier, dans C'est-à-dire, était plutôt intéressante par rapport à son geste. Les questions qu'il pose sont légitimes et intéressantes. Après, c'est le geste qu'il a fait. On continue rapidement. Tour de table, Jackie, c'est un coup de cœur qui n'a rien à voir. J'espère que ce sera très œcuménique. En tout cas, c'est assez léger. Eh bien, depuis la sortie de la saison 4 de cette grande série que certains ou certaines connaissent, qui s'appelle Stranger Things, une grande artiste anglo-saxonne des années 80 a vu son aura briller à nouveau. Kate Bush, qui a fait cette formidable chanson, qui en a fait d'autres, qui s'appelle Running Up That Hill, qui raconte la difficulté des couples à bien s'entendre, et les hommes et les femmes à considérer les différences. Eh bien, cette chanson est en train de crever les plafonds des charts, et on a tous dansé, si on est les enfants des années 80, sur cette chanson. Et au-delà de ça, c'est en plus une formidable artiste qui a continué de privilégier sa carrière plutôt que cette fameuse société du spectacle, et qu'on la fasse entendre à nos jeunes et à nos gamins. Je suis très heureux, et je voulais donner mon coup de cœur à Kate Bush. Kate Bush, très bien. Running Up. Vive la nostalgie. Voilà. Je partage. Michel Taube. Moi, c'était un coup de cœur pour le Festival d'Annecy, qui est le festival mondial du film d'animation. C'est un peu le festival de Cannes du film d'animation. Enfin, ça l'est même complètement. C'est le plus grand rendez-vous mondial du film d'animation. Et en fait, je voulais en parler parce qu'en fait, c'est un triple coup de cœur.
C'est un coup de cœur pour les grands, pour les adultes, parce que la France est le 3e pays au monde en termes de création de films d'animation. On est derrière les Américains et les Japonais, mais on est vraiment parmi les meilleurs au monde. C'est très bien pour les jeunes parce que c'est un des marchés de recrutement. Il y a en fait un véritable salon de l'emploi pendant ce festival à Annecy où vous avez des centaines ou des milliers de jeunes Français qui cherchent du boulot et qui vont en trouver parce qu'il y a une excellence française sur le secteur. Et le 3e, c'est aussi un coup de cœur pour les enfants. Parce qu'il y a plein de films qui sont en avant-première à Annecy et qui vont sortir dans les semaines et les mois qui viennent. Parlez bien. Il y a les Minions, il y a le dernier film de Hazanavicius qui a fait un film d'animation. Il y a plein d'autres. Donc si pour une fois, on est... Voilà, donc on est à la fois très bon, il y a de quoi se faire plaisir pendant les vacances, notamment pour nos enfants, même si beaucoup d'adultes regardent les films d'animation. Et c'est un lieu de recrutement, voilà. Donc c'était un petit coup de cœur. Festival donc d'Annecy du film d'animation. Jean-Claude ? On terminera par quelque chose d'un petit peu plus sérieux. Vous savez, l'actualité a un peu occulté ce très gros procès du 13 novembre, ces attentats épouvantables. Et vous savez, on dit souvent, on dénonce beaucoup la justice qui fonctionne pas, qui ci, qui ça. Eh bien, nous avons montré que nous étions capables, tout d'abord sur la forme, d'organiser ce procès de grande ampleur dans le respect de l'état de droit, de manière à donner la parole à l'ensemble des parties civiles, etc., etc. Et ça a été salué. Donc sur la forme, on a montré qu'on pouvait avoir des magistrats compétents, du personnel compétent pour gérer un procès hors norme pour un sujet horrible, parce qu'il y a ça aussi où on a su garder un minimum de dignité pour respecter la mémoire des victimes vivantes et décédés. Et puis dernièrement, des réquisitions très fortes. Évidemment, on n'imaginait pas des réquisitions autres que la réclusion à perpétuité, mais tout cela a été fait avec beaucoup de dignité. Donc voilà, je voulais dire que l'actualité a un peu occulté le procès. On est parti très fort au départ. Vous vous souvenez qu'on avait tous les jours quasiment de minute en minute, et j'espère qu'avec tous les documents qui seront récoltés, consignés, j'espère que dans quelques années, on pourra revisiter ce procès avec la distance nécessaire et nous permettre de réfléchir. Voilà. Moi, je voudrais dire deux choses. D'abord, c'est bien entendu très, très important. Le procès de Nuremberg en 1945, il a duré 10 mois. Pour juger les criminels nazis, la communauté internationale a mis en place un procès qui était exemplaire également, qui a duré 10 mois. Et là, on a, toutes choses égales par ailleurs, un procès sur un crime odieux ou des crimes odieux qui ont eu lieu pendant une soirée dans Paris, qui donne lieu à un procès du même longueur. Ça dit beaucoup de choses, je pense, sur l'évolution du droit, de l'état de droit et de la justice criminelle pour juger de très 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 nombreux crimes. La deuxième chose que j'aurais à dire, c'est que j'espère, et je pense que c'est trop tôt pour le dire, il faut attendre le verdict final, il faut attendre la fin du procès. J'espère que ce procès aura aussi été le procès des racines profondes de ce qui a conduit à ces attentats horribles. À savoir le procès, bien entendu, d'hommes et de femmes, je crois qu'il y a aussi des femmes qui sont parmi les prévenus, qui évidemment ont commis l'irréparable et des crimes particulièrement odieux, mais j'espère que les débats et le jugement surtout auront ôté aussi un procès de l'islamisme radical qui a conduit aussi à ces comportements, et j'espère vraiment que cette énergie extraordinaire, moi je me rappelle quand je dirigeais Ensemble contre la peine de mort, Robert Badinter qui me disait que lorsqu'il y a eu le procès Klaus Barbie, il s'était rendu à Strasbourg pour remettre, vous savez, les actes de ratification de la Convention européenne des droits de l'homme qui porte sur la peine de mort pour justement défier le criminel, le génocidaire, en disant nous, État de droit, on est plus fort que vous. Donc c'est un peu le sens de ce procès hors norme. Mais en même temps, j'espère que ce procès aura vraiment été au bout des choses parce que voilà, c'est de cela dont il s'agit aussi. Oui, Régis, un mot ?
Oui, excusez-moi, j'ai une petite coupure. C'est à moi? Oui. Alors, moi, je vais d'abord commencer par une petite réserve. Effectivement, la justice a fait un énorme travail. Je crains que du point de vue des moyens de cette justice, ce soit l'arbre qui cache la forêt. La situation de notre justice, elle est vraiment, sur le plan matériel, extrêmement difficile. Bon, ma deuxième observation, c'est que j'étais réservé sur ce procès, l'ampleur qu'il devait avoir, etc. Parce que, bon, moi je suis de ceux qui disent que il ne faut pas donner et attribuer à la justice des objectifs qui ne sont pas les siens. La justice pénale, elle a une mission qui lui est propre, etc. Appréhender des faits, les établir et ensuite punir. J'avais des réserves initiales. Je considère que ça s'est bien passé et je dis chapeau. La façon dont ça a été. Mais c'était une cérémonie expiatoire. C'est-à-dire qu'en fait, on a traité des problèmes et peut-être que c'était ce qu'il fallait faire sur le plan historique. On a historicisé ce qui s'est produit, on a été au fond des choses et on le dit d'ailleurs, ce sera, mais les grands procès, Nuremberg, c'était ça aussi. Le procès d'Eichmann en Israël, c'était ça aussi. De temps en temps, la justice a une fonction, effectivement de catharsis et une fonction symbolique extrêmement forte. Et de ce point de vue-là, c'est assez rare que je le fasse. Je tire mon chapeau à la justice française. Juste un mot, Régis, on est bien d'accord. Je n'ai pas dit que la justice allait désormais bien. J'ai dit que habituellement, on dénonce tout ce qui ne va pas et que pour une fois, en tout état de cause, même si on s'est donné les moyens, pour que ça se passe bien sur le plan logistique, c'est structurel, ce qui veut dire que nous avons, lorsqu'on se donne les moyens, nous avons la possibilité de bien faire. Et donc, par extension, si on veut avoir une justice à la hauteur de la situation pour l'avenir, eh bien, il nous revient de nous donner les moyens. Dernier point, et j'insiste, là, alors on est complètement d'accord sur le fait que les débats ont permis aux parties civiles de prendre la parole, et ça, c'était important. Et souvent, les victimes vous disent, on n'attend pas que notre être cher revienne. Il ne pourra pas revenir. Mais on veut savoir ce qui s'est passé, on veut comprendre. Pour faire le deuil, pour accepter une part, il faut comprendre. Allez, on se retrouve dans un tout petit instant avec vous et on va parler de ce premier tour des législatives. À tout de suite. Les débats avec vous sur Sud Radio. On revient sur cette élection, ce premier tour de l'élection législative, des élections législatives avec beaucoup de questions. Il y a un auditeur qui nous dit, et il a raison, le petit con, finalement le petit con a soulevé un vrai débat, donc laissons la forme et concentrons-nous sur le fond. Que représente le député et qui doivent-ils représenter? C'est pour ça que je vous dis, moi j'ai trouvé son geste aussi débile et en même temps j'ai trouvé que son argumentation hier, ce qu'il disait était assez juste, surtout quand on voit aujourd'hui les consignes de vote qui sont données auxquelles on ne comprend pas forcément grand-chose. On va commencer peut-être avec Jean-Luc Mélenchon. Hier, alors, je vais vous repasser le son de son interview hier au journal de 20h face à Anne-Sophie Lapix. Écoutez. Puisqu'il s'agit des duels avec le Front National, la position qui est celle de la NUP, des Insoumis en particulier, tous, c'est que nous ne votons pas pour le Front National. Et il n'y a pas d'exception à cette règle. Madame Le Pen ne fait rien quand elle est élue, et ensuite, elle n'a aucune chance d'avoir la majorité qui permettrait d'empêcher la politique de M. Macron. Par conséquent, s'il y a des fachos qui ne sont pas trop fâchés, mieux vaut qu'ils votent pour nous que de rester à la maison ou de voter pour elle, ça ne sert à rien. Alors, ce matin, alors, lapsus ou pas lapsus? Parce que, alors, ce matin... Parce que c'est la déduction logique de ce qu'il a dit juste avant. Oui, mais Adrien Quatennens, je pense qu'il devait être un peu gêné aux entournures, a dit, vous aurez compris, tout le monde connaît la phrase de Jean-Luc Mélenchon sur les fâchés, pas fachos. C'est un lapsus, c'est ce qu'il dit. Il pense que... voilà. Il parle juste avant de Marine Le Pen. Et il dit donc, puisque Marine Le Pen, ça sert à rien de voter pour elle parce qu'elle n'aura pas de majorité et qu'elle n'est jamais présente au Parlement, il dit donc les fachos, il désigne les électeurs de Marine Le Pen, s'ils ne sont pas trop fâchés avec nous, Mélenchon, votez pour nous. Voilà. Il s'agit des électeurs de Marine Le Pen pas d'accord avec les thèses identitaires de l'extrême droite, mais qui pour autant pensent que ça va répondre à leur colère sur le social. Habituel sur les fâchés, pas fachos. Mais c'est un lapsus ou c'est pas un lapsus? Ça aurait mérité, allons-y, ça aurait mérité une petite relance.
Hein, je veux dire, ça s'appelle un cours de journalisme. Sans vouloir être vis-à-vis de cette grande journaliste qui est Anne-Sophie Lapix, il n'y a pas à dire, mais c'était le truc. Oui, je l'ai vu. Ouais, parce que je l'ai vu. J'étais devant la télé hier sur France 2, et c'est vrai que ça aurait mérité une relance, comme peuvent le faire les journalistes, en disant attendez, on n'a pas bien compris. Vous appelez donc les électeurs du Rassemblement national à voter pour vous. À une époque, on les appelait les salauds. C'était Bernard Tapie. Mais Michel a raison de dire que la déduction logique de l'exercice rhétorique permettrait de penser qu'il n'y a pas de lapsus. Après, le positionnement et cette fameuse phrase qui est devenue un gimmick de Jean-Luc Mélenchon, les fâchés pas fachos, plaiderait pour lui. Mais regardez Jean-Luc Mélenchon, il y a encore un an, il nous expliquait, vous verrez, à quelques jours de l'élection présidentielle, comme pour Papivoise, il y aura un grave accident qui sera attribué à des musulmans, justifiant une guerre civile. Je reprends les propos de Jean-Luc Mélenchon. C'est vraiment ce qu'il a dit. Il remet en question le comptage, il remet en question le fait qu'on veut lui voler une victoire. Il avait mis en 2017 un temps mais incommensurable à reconnaître sa défaite. Il est dans une espèce de logique qui n'est pas celle de Donald Trump, mais qui consiste à jeter le trouble sur la manière dont les institutions fonctionnent, donc à aller chasser sur des terres complotistes qui sont des terres qu'il maîtrise très bien, parce que un des outils ou une des stratégies sur laquelle il est très pertinente en termes de communication, c'est la maîtrise des réseaux sociaux. Donc cet aspect-là, un peu non pas gazeux, mais en tout cas très brumeux et embêtant de Jean-Luc Mélenchon nous permet effectivement de questionner ce qu'il a voulu dire hier et d'en faire pendant les 2 ou 3 jours une série de questions journalistiques pour savoir électoralement, si, comme Emmanuel Macron, de temps en temps, il souhaite chasser sur des terres qui ne sont pas forcément les siennes, et ceci sans vergogne. Oui, fâché, pas facho, facho, pas fâché, allez-y. Je voudrais répondre, Valérie. Allez-y, Régis. C'est ma minute Schadenfreude pour Jean-Luc Mélenchon. Je bois du petit lait en partie parce que oui, tout à fait. En 2017, il avait contesté le comptage. Il y avait une énorme déception. Je me suis interrogé. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais bon, je me suis un peu renseigné avec l'entourage, avec Adrien Matou qui a écrit un livre. Ils étaient persuadés qu'il serait au 2e tour en 2017. Et cette fois-ci, et c'est pas complotiste, il a eu cette frustration. Et cette fois-ci, le 10 avril au soir, il a euphorique, mais c'était extraordinaire. Et tout de suite, il dit pas une voix pour Marine Le Pen. Il appelle à voter, non pas Macron, il appelle à voter pour Macron. Il faut être sérieux. Et moi, hier, effectivement, il se raccroche un peu aux branches, mais dimanche soir, c'est impressionnant. Il était lugubre. Parce que j'en viens à me demander, et là je vous demande votre avis, est-ce que sur son histoire de Premier ministre, élisez-moi comme Premier ministre, qui était une opération tactique pour avoir un groupe conséquent, pour avoir de l'argent, parce que je vous rappelle que la dotation, ce sont les résultats des législatives, eh bien il s'est pas pris au jeu et il s'y est cru. Et moi, dans la mesure où la gauche, entre guillemets, était à 25%, tout mouillé, sans réserve de voix, je crois que, c'est mon hypothèse, il a réalisé dimanche soir que c'était terminé. Alors là, il essaye un petit peu de raccrocher, il fait de la retape, comme il a toujours fait d'ailleurs, depuis qu'il a adopté la stratégie Terra Nova, il a un discours pour chaque niche électorale qui rassemble. D'ailleurs, je note que les quartiers les périphériques, où l'immigration est importante, qui avaient voté pour lui assez largement le 10 avril, ne sont pas au rendez-vous cette fois-ci. Là, c'est le socle de la petite bourgeoisie déclassée. Donc, je pense qu'effectivement, il y a une forme de désarroi, parce qu'ils y ont cru. Ils y ont cru. Oui, alors petite pause, il est 11h26 sur Sud Radio, on se retrouve juste après la pub, à tout de suite. Alors, nous revenons sur cette chasse aux abstentionnistes de la part de Jean-Luc Mélenchon, sur ce lapsus ou pas lapsus, fâché, pas facho ou facho, pas fâché. Jean-Claude Beaujour, vous en pensez quoi? Moi, je crois que, alors, qu'on dise lapsus, c'est un lapsus, ça n'est pas un lapsus, moi je me souviendrai simplement que c'est le même Jean-Luc Mélenchon qui crache quand même
sur la police, alors même qu'il entend devenir Premier ministre, qu'il oublie qu'il y a des institutions. Il peut y avoir des erreurs commises par les fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions. Et je suis un homme qui respecte la loi, et pour cela, il y a de la justice. Il faut que ces fonctionnaires soient sanctionnés. Il y a une responsabilité de l'administration qui peut être engagée. Ça, on est complètement d'accord. Maintenant, je ne comprends pas que celui qui veut être le futur chef de l'administration française se comporte comme cela, parce que voyez-vous, c'est aussi une façon de décrédibiliser nos institutions. On décrédibilise nos institutions. Vous voyez, on en discutait tout à l'heure. Je pense que la symbolique a son importance. Voilà. Donc oui, pour moi, que ce soit un lapsus ou pas, pour moi, il s'est déjà décrédibilisé en ayant eu les propos qu'il a tenus, même si je comprends le combat qu'on peut mener au profit de la France qui souffre. Et ça, là-dessus, vous me trouverez toujours derrière vous. Mais dans le respect de nos institutions, dans le respect des hommes et des femmes, parce que sans institutions, ça n'est pas un État. Moi, j'ai un peu voyagé, je vois des tas de situations où lorsqu'il n'y a pas d'État, lorsqu'il n'y a pas de structure, lorsqu'il n'y a pas d'administration, eh bien, ça part à volo. Et qu'est-ce que vous voulez ? Non. Moi, c'est pas ça que je veux pour mon pays. Oui. En tout cas, ces outrances et ces polémiques ne lui ont pas desservi. Oui, on fait de l'électoralisme. Au premier tour de l'élection législative. Est-ce que ce sont les outrances ou est-ce que c'est un accord politique qu'il a, pour le coup, mené avec grande intelligence au lendemain du deuxième tour, en considérant, sans doute l'avait-il déjà théorisé, sans doute l'avait-il déjà théorisé avant le début de sa campagne, puisque à l'issue du premier tour, sans attendre, on a vraiment senti l'ensemble des troupes ciblant la présidentielle. Et c'est vrai que cet accord, en mettant la pression sur l'ensemble des forces de gauche pour proposer aux électeurs quelque chose d'assez lisible, et sans doute ça qui a permis à un électorat qui, pendant toute la campagne présidentielle, a été désabusé, puisque Madame Hidalgo a fait un score qui, vous voyez, suscite chez moi pas une envie de nager, mais plutôt de rigoler. Les thèses écologistes n'ont pas prise. Le centre-gauche ne savait pas si il devait continuer à coller au basque d'Emmanuel Macron ou à s'abstenir. Donc c'est vrai que cette stratégie électorale, avec un symbole, et de temps en temps, les images sont très importantes, de dire « élisez-moi Premier ministre », c'est-à-dire que le message était assez clair. On ne va pas ergoter sur le fait que institutionnellement ça n'a pas de sens. Eh bien c'est sans doute ça, plus que ces outrances. Après, on peut aussi s'interroger, de se dire pourquoi on a autant parlé de ces outrances par rapport à la police. Ça n'est pas le boulot de l'Assemblée nationale. Et pourtant, on y a accordé 90% du temps d'antenne concernant Jean-Luc Mélenchon. Je ne suis pas d'accord avec sur le processus. Je suis pas d'accord. N'oubliez pas, sa remontée, elle devient très significative dans la dernière semaine. C'est-à-dire, il agglomère le vote utile. Auparavant, je peux vous dire que des militants, j'ai pas mal de copains, y compris des élus, ils se voyaient chez Pôle emploi. Quand il était annoncé à 9, 10, 11, 12, 13, et il réussit à capitaliser sur le vote utile. Je pense que l'histoire du Premier ministre, qui vient assez vite, est une opération tactique. Jean-Luc Mélenchon n'est pas un stratège, c'est un tacticien. Opinion personnelle. Et donc, il lance ça, ce qui est une façon de nettoyer son appel à voter pour Macron. C'est dans un premier temps. Et après, il est comme ça. Après, il s'imagine qu'il peut gagner ce pari. Dans un premier temps, c'était aussi pour avoir un groupe important, etc., comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ensuite, il s'est pris à ce jeu-là. D'où la déception de dimanche soir. Regardez la vidéo, elle est impressionnante de ce point de vue. Et je crois qu'aujourd'hui, alors personnellement, je peux me tromper, je n'ai jamais cru une seconde à cette possibilité. Comme disait Christophe Guilluy au soir du premier tour, ah oui, la gauche, effectivement, il a capitalisé sur la gauche, toute mouillée. Parce que où sont les réserves ? Ça va être un gros problème. C'est quand même une formidable victoire. Enfin, moi, je ne vais pas me cacher, je ne vote pas Jean-Luc Mélenchon. Mais Jean-Luc Mélenchon va avoir la présidence de la Commission des Finances, va avoir un poste de questeur. Ils vont avoir des postes à l'Assemblée nationale qui, pour le coup, sont des véritables postes de pouvoir. Après, Régis, juste pour vous rappeler, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2007,
Ségolène Royal fait un coup formidable avec François Bayrou et s'aperçoit que le troisième homme dans l'élection présidentielle, c'est assez stratégique. Et au moment de cette présidentielle, la dernière, là, où alors on ne savait pas vers quoi on était embarqué, le président Macron ne faisait pas campagne, elle sort une flèche et elle tire une flèche incroyable en disant « le vote utile ». C'est Mélenchon. Et Ségolène Royal, c'est encore le Parti Socialiste parce qu'elle a été au deuxième tour de l'élection présidentielle. Et c'est surtout une des rares socialistes à pouvoir porter le discours écologiste. Et donc quand elle fait ça, eh bien c'est elle qui déporte le vote utile chez Mélenchon et qui commence à agréger l'ensemble des forces de gauche. Et sans doute lui a-t-elle dit, Jean-Luc, l'élection ne s'arrête pas le soir du premier tour pour toi. L'élection, elle continue à l'Assemblée nationale. Parce que la manière dont la machine, et pour ceux qui ont fait des campagnes électorales, et j'en fais partie, on sait quand on a paumé à l'issue du premier tour, on a envie de se bourrer la gueule ou de partir en vacances et pas de repartir sur la prochaine. Et ils sont partis comme une seule femme sur une deuxième élection. Le 10 avril, il est le patron de la gauche. Je termine sur 2 secondes sur Mélenchon. Mélenchon, il n'est pas candidat. Il ne sera pas élu. Il va avoir un groupe important et ils auront effectivement peut-être... Vous allez voir, ça va être joli. Il n'y aura plus le patron. Il n'y aura plus le patron. Ils se haïssent tous les uns et les autres. Hein, les il n'y a pas plus que dans les autres, pas plus que dans les autres formations. Hein. Ça va être très amusant. Ça va être que dans les autres formations. De voir tous les héritiers du mouvement gazeux qui attendent toute les entre Emmanuel et François Hollande, Bompard, Catenins, etc. Ça va être très rigolo. Mais lui, qu'est-ce qu'il va faire? Ah bah moi, il va préparer il va préparer la prochaine élection. De la Bhagavad Gita mélenchoniste. Il va préparer la prochaine élection présidentielle. Il est un peu plus âgé que moi. Je peux vous dire que la prochaine campagne, il la fera pas. Ça se voyait. Non, je suis pas d'accord. Moi, je suis sûr qu'il la prépare déjà. Mais est-ce que c'est vraiment mieux ailleurs? Une auditrice me dit oui, vous parlez que de Mélenchon. Alors, beaucoup d'auditeurs qui sont pro-Mélenchon, qui trouvent qu'on le casse beaucoup. Mais Marine Le Pen a appelé aussi les électeurs de gauche à voter pour elle. Et c'est vrai que ces consignes qui sont données sont... Oui, c'est normal, mais enfin, c'est de la vieille politique, quoi. Les gens sont plus dupes de ça. Et le cafouillage qu'il y a eu le soir du premier tour avec tout sauf le RN et Elisabeth Borne qui dit on décidera au cas par cas en fonction de qui est républicain et qui ne l'est pas. Comment on va... Alors, on va écouter Elisabeth Borne. On a quelques dizaines de circonscriptions dans lesquelles on a un duel entre RN et NUP. Notre position, c'est aucune voix pour le Front National. Ensuite, quand on a des candidats NUP, très clairement, si on a affaire à un candidat qui ne respecte pas les valeurs républicaines, qui insulte nos policiers, qui demande de ne plus soutenir l'Ukraine, qui veut sortir de l'Europe, nous n'appelons pas à voter pour lui. Si on a affaire à un candidat qui respecte les valeurs républicaines, alors nous le soutenons. C'est par exemple ce que j'ai eu l'occasion de dire s'agissant de Fabien Roussel. Voilà. Donc, non mais le soir du premier tour, dimanche soir, Madame la Première ministre a tenu un discours qui consistait à dire que grosso modo la NUP ils sont par essence anti-républicains, que l'ensemble de leur programme est un danger pour la République, et après ils rétropédalent. Effectivement, moi je m'attendais à ce qu'elle appelle une sorte de front républicain contre Mélenchon et la NUPS. Parlez bien dans le micro. Et finalement ils ont rétropédalé. Et pourquoi ils ont rétropédalé? Ils ont aussi rétropédalé parce qu'il y a une... la doctrine gauchiste, elle a prospéré dans la société française et jusqu'à une partie, à mon avis, d'ailleurs, de la Macronie, sauf que certains, des Castaner et d'autres, se sont reconvertis par électoralisme vers la Macronie. Mais je pense effectivement qu'il y a une contradiction là de la part des macronistes qu'ils vont payer très cher dans les urnes dimanche prochain. Parce qu'il y a une confusion des genres qui est très dangereuse. Jean-Claude, mais c'est vrai que Gabriel Attal avait dit on fera du cas par cas. Olivier Grégoire, ce n'est pas un enjeu national. Jean-Michel Blanquer disait extrême gauche aussi dangereuse que l'extrême droite. Et puis, on a vu que les choses bougeaient. Maud Bréjon dit partout nous appelons à faire battre les candidats d'extrême droite. Clément Beaune, je n'ai jamais tracé un signal égal entre les deux. Et Aurore Berger, aucune voix pour le RN et pour l'extrême gauche au cas par cas. Donc, la difficulté, qui décide alors, tout d'abord, on a l'impression que les électeurs sont des imbéciles. C'est-à-dire que vous êtes aussi capable, par votre libre arbitre, de savoir si vous êtes face à NUPS et RN pour qui vous avez envie de voter. Tout d'abord, deux choses.
Sur le plan général, vous avez vu que les électeurs sont de plus en plus rétifs aux consignes de vote massives comme ça, comme si les gens allaient voter comme un seul homme. La deuxième chose, c'est que sur le terrain, il ne faut pas oublier qu'une l'élection législative, c'est 577 élections locales. Sur le terrain, vous avez des gens qui, ici ou là, sont ou non implantés. Vous avez des électeurs qui savent faire la différence et vous avez des gens, des équipes qui savent faire campagne. Donc je pense que la première des choses serait peut-être, plutôt que d'avoir un discours qui soit dans la confusion et plus clair, de laisser faire dans les circonscriptions parce que les gens sauront se débrouiller. Oui, mais les partis quand même qui doivent retrouver grâce aux yeux des Français, ils doivent avoir une position là-dessus. Mais imaginons. Mais Jackie, on est d'accord. Mais quand on a une position je conteste pas ce que vous. Mais je voulais juste aller, Jean-Claude, voilà. Si vous permettez, je voulais juste aller un petit peu plus. Imaginons que je sois le fils d'Anne Hidalgo et que je regarde la télévision et que je me dise donc le président de la République, la première ministre sont incapables de dire si tu as Le Pen face à Mélenchon, tu votes pour Mélenchon. C'est ça qui s'est passé dimanche soir. Et qu'est-ce que j'ai envie de faire avec mon bulletin ? Moi qui suis un jeune, engagé, qui défend des valeurs, qui vont plutôt du côté social, même si c'est excessif, et non pas du côté de théorie qui prône je ne sais quel grand remplacement ou quel grand déclassement. Qu'est-ce que j'ai envie de faire avec... C'est ce qui s'est passé quand même. On s'est retrouvé avec des politiciens qui se sont dit, certes, ce serait quand même assez moral d'appeler à voter pour la gauche, mais ça risque de nous enlever la majorité. Donc la petite politicaillerie, me laisse dans le flou. C'est quoi comme message aux jeunes qui aujourd'hui doivent se lever ce dimanche matin pour aller mettre un mur ? Il a raison de prendre son bulletin et de dire je le fous à la poubelle. Si la première ministre n'est même pas capable de dire tu votes pour Mélenchon, même si ça te fait mal aux fesses. Christophe Castaner devrait démissionner instantanément. Je suis pas castanérien, mais il a sacrifié plusieurs fois sa carrière en disant « Je n'irai pas au deuxième tour de certaines élections pour ne pas donner une chance au Front National ». Il l'a fait plusieurs fois, et notamment lors d'une élection régionale. Qu'il entende dans sa famille politique des gens qui, bien installés derrière leur beau bureau à l'Assemblée nationale, se dire « Ah là, ça nous arrange pas vraiment, on va quand même pas dire de voter pour Mélenchon parce qu'ils vont finir par être majoritaires ». Qu'est-ce que c'est ce message qui est envoyé aux jeunes qu'on essaye d'inciter à aller voter au nom de grandes valeurs morales ? Honnêtement, je pense que dimanche prochain, le fils d'Hidalgo, il va pouvoir faire pareil avec son bulletin de vote, si c'est ça qu'on leur envoie comme message aux jeunes sur la grandeur de la politique. Ouais. Non, mais on peut laisser à chaque citoyen, évidemment, chaque citoyen est libre de choisir en son âme et conscience, mais on peut aussi, au vu du programme de la NUPES et des outrances de Jean-Luc Mélenchon, se dire que s'il arrivait à Matignon, c'est-à-dire s'il avait une majorité, ce serait extrêmement dangereux pour notre pays. Et donc, avoir le courage d'assumer, c'est exactement, moi, c'était le sens des propos d'Elisabeth Borne au soir du premier tour, dimanche, où elle a eu un discours très très dur contre la NUPES, extrêmement dur, en disant que c'était catastrophique, cataclysmique, que ça allait être l'enfer pour les Français et pour la France. Elle a parlé de l'Ukraine, elle a en quelques mots résumé tout l'acte d'accusation du programme de la NUPES. Et après, effectivement, c'est incompréhensible. C'est totalement incompréhensible. Et à mon avis, ça va inciter certains à aller voter NUPES. C'est ça que je pense. Donc, pas faire comme des petits cons d'aller jeter le bulletin de vote dans une poubelle, c'est aller en prendre un qui est celui de la NUPES pour voter et pour déglinguer entre guillemets. La première ministre n'a pas dit ça. Non, j'ai dit qu'en réaction à ce double discours de la Macronie, ça va inciter certains de nos concitoyens qui voient là une contradiction et effectivement un électoralisme de bas étage, à aller non pas jeter leur bulletin de vote dans la poubelle comme l'en font certains petits cons, mais aller voter pour la NUPES. C'est ça que vous avez un discours, une réflexion. Juste un mot, je pense que la confusion d'une manière générale, elle tient. Je pense qu'on est dans un mouvement qui est beaucoup plus large. À la perte de crédibilité de la parole publique. Parce que vous voyez, moi je suis surpris de constater qu'on pense ce que l'on veut de Jean-Michel Blanquer, mais ministre battu dès le premier tour. 180 voix près. Mais attendez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il est, pour l'instant, il est battu. Je connais un peu le truc, et c'est plus compliqué, les élections partielles sont plus compliquées, je vais vous dire. Mais
malgré tout, en termes de symbole, plusieurs ministres sortants sont en difficulté. Ça veut bien dire, alors même qu'ils n'ont pas démérité en tant que tels, en tout cas là comme ça, mais ça veut bien dire que la parole publique a une difficulté aujourd'hui. Et vous voyez par exemple la NUP, on a effectivement la difficulté que vous avez, c'est qu'à l'intérieur de la NUP, vous avez des gens qui sont socialistes avec une ligne politique, et dans le même temps, vous dites que Mélenchon veut de la désobéissance à l'égard de l'Europe. Vous avez tout ça qui se confond. Comment voulez-vous vous y retrouver aujourd'hui, si vous n'êtes pas LR ou si vous n'êtes pas La République en marche, comment voulez-vous voter pour la NUP où vous avez quelque chose de très mélangé? C'est compliqué. C'est effectivement du cas par cas. C'est en fonction du candidat qui va se présenter. Ben oui. Ils se sont retrouvés derrière un message qui leur a semblé limpide, c'est-à-dire il y a un président de la République, si vous voulez qu'il y ait un contre-pouvoir, eh bien il faut voter pour cette étiquette qui mélange les torchons et les serviettes, mais soyons très honnêtes et disons à nos auditeurs, j'allais dire à nos électeurs, que c'est quand même la règle en politique. Je veux dire, entre Henri Emmanuelli, pour ceux qui s'en souviennent, et François Hollande, où est, entre Manuel Valls et certains islamo-gauchistes, où était l'étiquette du PS entre le RPR et l'UDF, entre le RPR de Chirac, qui a accepté qu'il y ait une alliance avec le Front National avant de s'en mordre les doigts, et les autres. C'est la politique. Les gens se retrouvent sur un plus petit dénominateur commun. C'est comme ça que ça fonctionne. Emmanuel Macron avait dit à son électorat qu'il changerait la politique. Tous ceux qui la connaissent ont dit aux gens, c'est un vaste mensonge. Vous en mordrez les doigts de l'avoir cru. On s'aperçoit que ça fonctionne autrement. Mais je comprends tout à fait que quand on est jeune et quand on est plein d'espoir et qu'on s'aperçoit qu'on se fait un peu prendre pour un jambon de l'année, on a envie parfois de marquer par certains signes qui ont une vraie visibilité sur les réseaux sociaux. Le jambon n'est pas halal. Le jambon n'est pas halal par rapport à ce qu'on a fait de la chose publique. On se retrouve dans un petit instant avec vous. Absolument. On se retrouve avec vous dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Les débats avec vous sur Sud Radio. Alors, un auditeur m'informe de cette alerte au pic de chaleur avec Elisabeth Borne qui convoque les préfets et les ARS pour un plan d'urgence. C'est formidable puisque là, ça fait quoi, une semaine qu'on nous annonce cette canicule et le plan d'urgence arrive la veille. C'est une semaine trop tard. Alors que dans le sud de l'Espagne, déjà, on voyait que, en fait, c'est des vents du Sahara qui remontent vers le nord. Donc, c'est des phénomènes météorologiques lourds qui sont vraiment anticipés, et donc c'est beaucoup trop de retard, et c'est surtout trop tard puisque la canicule maintenant elle est là. Pas trop tard, mais ça va commencer aujourd'hui et demain dans le sud de la France. Trop tard, pas trop tard. J'ai pas envie de dire c'est trop tôt pour le dire puisqu'on ne connaît pas les conséquences. Non, ce qu'il faut retenir de tout cela, et souvenons-nous, puisqu'on vient de passer 2 ans de Covid, on a fait des tas d'émissions. Qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il fallait faire. Les crises, ça s'anticipe. Ça, c'est quelque chose que nous devons intégrer. Il faut arrêter de dire. Mais comment on va faire? Parce que le plan d'urgence, c'est quoi? Quand les urgences sont fermées, on a entendu qu'à Toulouse, ça va être fermé. J'ai un ami qui était à Saint-Nazaire qui m'a dit 9 heures d'attente dans un hôpital. Il a appelé le SAMU, il est resté 55 minutes en ligne. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous vous souvenez que sur votre plateau, on s'est dit maintenant que la canicule tient, qu'est-ce qu'on tire comme enseignement? Quels sont absolument sur le Covid. Quels sont les grands fondamentaux pour lesquels nous avons des besoins? Qu'est-ce qu'on se donne comme moyen? Parce que là, la situation hospitalière, souvenez-vous, chez vous-même, on se disait, c'est surtout le vrai débat. Situation hospitalière, on y revient. Est-ce qu'on veut se donner les moyens? Qu'est-ce qu'on fait? Ou est-ce qu'on se dit, on n'a pas les moyens et qu'on laissera mourir les uns les autres, nous-mêmes, on se mettra en danger parce qu'on ne sait pas faire, on ne peut pas faire, on ne veut pas faire? Est-ce que la santé, est-ce qu'on est prêt à revoir notre politique hospitalière avec les moyens qu'il faut pour se dire que là, c'est un fondamental pour nous, de la même manière qu'en matière d'environnement ou de la même manière qu'en matière alimentaire? S'il y a 3 ou 4 autour d'un grand projet politique, c'est ça, 3 ou 4 fondamentaux sur lesquels on s'interroge et on se dit quel objectif et quels moyens. Oui, mais là, plan d'urgence, ça veut dire quoi, plan d'urgence? Quand on voit que les urgences aujourd'hui sont fermées, comment va-t-on faire, Régis de Castelnau?
Écoutez, je pense que l'État étant, là, on est des grands services publics, sécurité civile et santé. Cet État est dans différents domaines au bord de l'effondrement. Moi, je suis extrêmement inquiet. Petit détail, je suis en Provence. Il y fait absolument magnifique. Il y a eu un peu de Mistral hier, donc c'est la plus belle lumière du monde. Et j'ai constaté quelque chose, c'est que les cigales arrivent plus tôt. Vous savez, il faut qu'il y ait un minimum de chaleur, et elles sont en avance de 15 jours désormais par rapport à il y a 10 ans. C'est assez impressionnant. Non, je pense malheureusement, là le constat qu'on fait sur le système de santé, mais c'est dramatique. Dans quel état est ce pays? Enfin, voyons, on a un système, un service public de l'éducation qui est également effondré, vu ses résultats. On a un service public de santé qui est effondré. On a une police qui a en termes de sécurité, la sécurité c'est un service public. Alors la police c'est un service public administratif, mais c'est un service public. Elle n'est plus assurée. Enfin, je veux dire, ce sont les fonctions de l'État. Alors j'entendais que Jean-Luc Mélenchon présentait un danger et qu'il fallait choisir avec Marine Le Pen ou le RN qui, tout plié, dans le meilleur des cas, aura 30 députés, ne représente strictement aucun danger. Je sais bien qu'elle est nazie, mais qu'elle mange les petits-enfants. C'est pas très sérieux. Je rappelle simplement qu'on a Monsieur Macron à 58%, qu'il aura une majorité. On sait ce qu'il a fait au premier quinquennat et le deuxième, ce sera pareil. C'est pas sûr, la majorité, c'est pas sûr du tout. Ce sera vraisemblablement pas une majorité. Enfin, on ne sait pas. Mais et d'ailleurs, les projections en termes de sièges dimanche soir, moi, me paraissait un peu hallucinante, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment, on peut pas savoir. Il peut y avoir vraiment, ça peut être extrêmement serré ou pas. Mais on ne sait pas. Parce que quand il reste deux candidats, les projections pour les sondeurs sont beaucoup plus aisées qu'elles ne l'étaient à l'issue du premier tour. Juste par rapport à ce tour d'urgence, espérons quand même que l'État saura garantir des conditions idéales pour les gamins qui passent le bac. Parce alors, le bac ne sera pas annulé. Là, on vient d'avoir il y a eu un urgent. Il y aura, malgré la canicule, de l'eau, qui puissent bénéficier de 5 ou 10 minutes supplémentaires si jamais. En tout cas, que la machine fasse preuve d'adaptabilité. On a tous des gamins là qui vont passer le bac. On voit dans quel état ils vont être les profs après 2 ans de Covid, et pour certains qui se sont fait sucrer tout un tas de bons moments. Et que toutes les personnes seules, parce que c'est quand même aussi elles qui sont en danger, se verront appelées par les voisins, par la mairie, par le médecin de famille s'il y en a un, etc. Nos auditeurs qui ont beaucoup d'humour. Attendez, qui vont nous... Juste une phrase sur la majorité. Juste une phrase sur la majorité. Emmanuel Macron ne court aucun risque. D'abord, je pense qu'il aura son LREM suffisant, pas celui de 2017. Mais de toute façon, s'il y a le moindre problème, hop, il récupérera du côté du Parti socialiste, parce que NUP, c'est un cartel. Avec des gens qui sont d'accord sur rien, et de l'autre côté, il aura les LR qui viendront. C'est un de nos thèmes d'aujourd'hui qu'on n'aura pas le temps d'aborder. On n'aura pas le temps de le traiter, mais qui risque de peut-être changer la donne. Je pense qu'on a Macron tranquille pour 50 plus. Nos auditeurs qui ont de l'humour nous disent, ils vont nous dire quoi? Fermez vos volets, ne sortez pas aux heures les plus chaudes, buvez régulièrement. Véronique nous dit, Monchalin va nous dire qu'il faut baisser la clim, etc., etc. Et un autre nous dit, allez à l'hôpital américain, il y a de la place. Monchalin, il faut qu'elle se dépêche de le dire, parce que elle risque fort de perdre dimanche soir, parce que Gage est très en avance. Le plan d'urgence d'Elisabeth Borne me laisse pantoise, effectivement. C'est-à-dire de savoir ce qu'elle va dire aux ARS, et à part les messages de bienveillance du genre hydratez-vous. Oui, mais attendez, Régis a dit 2 choses. La première, c'est qu'il a dit, et ça je partage l'idée qu'on va avoir une majorité malgré tout. Elle ne sera peut-être pas aussi importante qu'en 2017, mais l'essentiel c'est d'avoir quelque chose de satisfaisant pour gouverner. Mais la deuxième chose, c'est le service public, parce que vous avez dit, un peu en souriant, et je comprends, parce que on dit le plan d'Elisabeth Borne. Non, continuité du service public, c'est le plan d'urgence concocté par notre administration et du gouvernement. Ce qui veut dire que nous sommes censés être dans une grande puissance mondiale où nous n'avons pas les moyens d'anticiper, de préparer et de réaliser un plan en matière sanitaire, surtout lorsqu'on sait que les canicules maintenant viennent et reviendront. Ça me pose problème, parce que c'est pas simplement Madame Borne qui de son côté ne serait pas capable, c'est que on se dit derrière ça suit pas.
Ça va au-delà de la personnalité de Madame Borne. C'est qu'on se dit, mais nous sommes une grande puissance du monde, on veut encore compter, et on se dit, nous sommes les leaders en Europe, et dans le même temps, on se dit, on n'est pas capable de faire ça. Je m'interroge. Alors la canicule, Isabelle qui nous dit, moi j'habite dans le sud, il fait 36 la journée, mais les nuits sont fraîches. Justement, le principe de la canicule, c'est que les nuits ne sont pas fraîches, et que la température ne baisse pas, et que le corps, justement, reste... la température ne peut pas baisser. Donc voilà, écoutez, à suivre, et comme dit un autre auditeur, il y aura sûrement une commission d'enquête par la suite. Voilà. Tant que le ministre de la Santé n'est pas avec son petit t-shirt sur le bord de sa piscine, comme à l'époque de Mattei, c'est le principal. Merci ne soyez pas moqueur à l'égard de M. Mattei. Et Castaner va aller à Ibiza, où il doit faire très beau, je suppose. Vu ce qui lui est arrivé dimanche dernier. Blanquer qui va y retourner, en tout cas. Pas Castaner, Blanquer. Oui, mais Blanquer, il est effectivement aussi en ballottage. Mais Castaner, oui. Mais il a décidé effectivement de porter plainte. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'à Montargis, dans cette circonscription, il y avait Hutchinson. Il y a une tradition communiste. Deng Xiaoping et Ho Chi Minh ont travaillé dans la société. Voilà. Merci de cette information. Allez, dans un instant, André Berkoff tout de suite, et bonne journée sur Sud Radio.